Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne à une heure un petit peu différente de celle du mardi et du jeudi, mais l'actualité est là et il fallait qu'on puisse y répondre. Donc cet après-midi, je reçois Monsieur Roland Catinel, qui est le directeur de la SME. Bonjour, Monsieur le directeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Granier. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Très bien, merci, Monsieur le directeur. Et Monsieur Philippe Ludowski, qui est responsable technique à la SME. Oui, bonjour, Monsieur Granier. Bonjour aux téléspectateurs de la Martinique. Très bien. Martinique, Guadeloupe, Guyane, hein, on est même diffusé des aussi un petit peu partout. Et même l'Afrique. On est diffusé un petit peu de Libre Antenne. C'est gentil. Et vous avez entendu la voix de M. Florent Grabin. Bonjour, M. Grabin. Monsieur Granier, bonjour. Et je disais qu'on nous entend même en Afrique, parce qu'il y a des fois des retours qui me disent on t'a vu cette semaine à la télé. Très bien. Avec Internet, le monde est devenu tout petit. Le monde devient un village. Un grand village. Alors, nous allons donc parler d'eau, la problématique de l'eau en Martinique, puisque depuis quelques jours, quelques semaines peut-être, il y a des coupures d'eau, on ne sait pas pourquoi. On avait cru comprendre qu'en changeant à la CTM, que les choses seraient allées un petit peu mieux parce qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement pendant la première mandature de la SME. Et les gens sont... Pardon ? De la CTM. De la CTM, pardon, de la CTM. Et là, nous allons essayer, sans polémiquer, essayer de comprendre le fonctionnement de l'eau à la Martinique. Et qu'est-ce qui se passe, comment aujourd'hui on se trouve en manque d'eau dans certaines communes comme Chelchéan, Fort-de-France est impacté, Montpito est impacté, le sud ça va plus ou moins je pense. Alors monsieur le directeur, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la SME, depuis quand vous êtes à la Martinique, qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Déjà, merci de nous recevoir, mon collègue et moi, puisque, comme vous l'avez dit, en ce moment, nous sommes en étiage, en sécheresse, en carême, et les ressources en eau sont à la baisse, et les problèmes réapparaissent une fois par an pendant cette période-là. Cette année, il se trouve qu'elles sont plutôt sur la CACEM, gérée par Audici, moins sur le sud, géré par la SME. Ça peut varier, ça peut être demain le contraire, si vraiment les rivières venaient à se tarir. Donc nous sommes là pour essayer d'apporter des réponses aux questions qui sont légitimes à se poser. Et puis d'autre part, nous sommes solidaires, quel que soit l'usager de l'eau en Martinique, même si nous n'y travaillons pas directement, on peut s'entraider pour améliorer le service de l'eau partout sur la Martinique. D'accord. Alors, M. Ludowski, le responsable technique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où on prend l'eau à la Martinique, comment on la transmet aux habitants martiniquais, quelle est la partie de la Martinique que vous couvrez, est-ce qu'il y a une coupure on parle d'Audici et aussi de la SME. Si vous pouvez expliquer ça à nos amis téléspectateurs. La distribution de l'eau en Martinique est faite principalement par des secteurs du Nord. On va dire que le nord de la Martinique, c'est un peu le château d'eau de la Martinique. D'accord. Donc, sur les installations et les communes du Nord, vous avez plusieurs petites usines et des sources, des captages sur le Morne Rouge, sur Grand-Rivière, sur, on va dire, Ajoupa-Bouillon. Vous avez des petites installations qui permettent d'alimenter ces communes. Oui. Ensuite, vous avez des gros captages tels que celui de Vivet géré par la CTM ou Maurestin géré par la SME pour le compte de Cap-Nord, qui alimentent toute la côte et qui viennent alimenter pour la partie CTM le sud, on va dire, atlantique de la Martinique, un peu du centre. D'accord. Après, de l'autre côté, vous avez une grosse usine qui est celle de Rivière-Blanche, qui vient alimenter, on va dire, le sud Caraïbes. Et au milieu de tout ça, vous avez l'usine de Directoire qui est de plus faible capacité, qui vient compenser ces deux usines du Nord qui viennent alimenter, on va dire, le sud de la Martinique. Donc, d'accord. Oui, monsieur le directeur. Alors, peut-être pour compléter la partie structure d'approvisionnement de l'eau que tu viens d'exposer, il y a aussi la structure d'organisation des services de l'eau. On peut en parler pour bien comprendre, pour que tout le monde comprenne bien comment l'eau potable au robinet est organisée en Martinique. La compétence des services de l'eau est assurée par les agglomérations de communes. Donc il y a 3 agglomérations en Martinique. Il y a la CACEM, sur les communes urbaines autour de Fort-de-France. Et là, c'est un opérateur qui s'appelle Audici.
Et puis il y a Cap Nord, l'agglomération de Cap Nord et l'agglomération de l'Espace Sud, où l'opérateur, nous avons la chance d'être l'opérateur sur ces 2 agglomérations à la SME. Ces agglomérations sont propriétaires de toutes les installations, que ce soit des captages en rivière, des usines de traitement d'eau, des tuyaux, des réservoirs. Et elles pilotent le service qu'elles souhaitent rendre et elles investissent pour améliorer ce service quand il le faut. Nous, à la SME, nous sommes un opérateur et nous ne sommes pas décisionnaires, ni propriétaires. Nous avons répondu à un appel d'offres il y a quelques années, ça dépend des agglomérations. Et pendant la durée du contrat, nous sommes liés à l'agglomération, au pilote, au propriétaire, par ce contrat. Et on ne peut pas y déroger. Dans le contrat, il y a des impératifs, des contraintes, des explications que nous devons assurer pour que le service se déroule le mieux possible. Voilà comment est organisé le service de l'eau à la Martinique. Très bien. Vous n'avez aucun pouvoir décisionnel. Vous êtes simplement des exécutants avec un marché que vous avez signé, un marché concurrentiel que vous avez remporté et à ce moment, c'est ça. On est un sous-traitant, opérateur de l'eau. Alors on a une expertise, on a 245 techniciens, nombreux experts, nombreux ingénieurs. Philippe Ludowski est un des plus expérimentés. Et nous amenons cette expertise auprès des agglomérations, auprès des élus, auprès de leurs services techniques, qui eux-mêmes sont aussi très expérimentés. Donc on complète, si vous voulez, les uns les autres, et nous on donne des conseils techniques, on répond aux questions, mais on exécute le contrat. On n'a pas le choix, on n'est pas un pouvoir décisionnaire. On n'a pas d'arbitrage à faire, on exécute ce que le politique nous demande de faire. C'est ça. Est-ce que la Martinique manque d'eau ? Alors c'est sûr que nous sommes en période de carême, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des sources qu'on n'a peut-être pas encore découvertes ou encore certains captages qu'on aurait pu faire? Ou est-ce que là, il n'y a rien à faire tant que le carême est là, il n'y a pas d'eau à la Martinique? Alors, peut-être avant de répondre à cette question intéressante pour les solutions, dire que pendant ce carême de cette année, depuis le début, c'est-à-dire au mois de mars environ, ça a commencé, et je touche du bois, la SME n'a pas eu à déplorer de manque d'eau dû à la sécheresse. On n'a pas mis en place de tours d'eau, vous savez, les coupures tournantes pour arriver solidairement à faire circuler l'eau résiduelle. On n'a pas eu besoin de le faire. D'une part sur le nord, qui est quand même en tension hydrique, même s'il y a beaucoup d'eau dans le nord, en ce moment, pendant la sécheresse, ça baisse, les sources baissent, Morestin baisse par exemple. Et surtout sur le sud, qui n'a pas d'eau. Le sud, lui, il vient chercher son eau dans les grosses usines de Rivière-Blanche dont parlait Philippe, et puis dans le nord, à Vivey, sur la Capot. Ouais. Et bien, malgré cela, et grâce aux investissements que l'agglomération de l'Espace Sud a pu mettre en place par le passé, notamment depuis 2020, où on a tous en souvenir les grands épisodes de sécheresse, de manque d'eau, et aussi grâce à la SME, qui, avec ses 245 salariés, s'investit nuit et jour, et en ce moment, c'est très vrai, 24 sur 24, on est sur le terrain pour faire tourner les masses d'eau qui sont encore disponibles, pour remettre en place les pompages, pour faire des manœuvres sur le réseau et surveiller tout cela. Donc nous n'avons pas eu à déplorer, pour l'instant, et je touche du bois, de manque d'eau sur le sud, sur tout l'espace sud. Donc les deux agglomérations, j'ai envie de dire, enfin, nord et sud, sont de votre responsabilité, de responsabilité. C'est vous qui avez le marché, distribuez l'eau. Voilà. D'accord. Et l'opérateur. Donc ce manque d'eau, les trous d'eau qui nous préoccupent en ce moment, c'est surtout la CACEM, donc Saint-Joseph, Fort-de-France, Lamentin et Chelcher. Et là, c'est au-d'ici. Donc là, au moins, c'est clair, on sait qui fait quoi. Alors, monsieur Florent Gambin, question à nos amis de la SME. Il faut savoir l'histoire de l'eau, elle n'est pas d'aujourd'hui. La première distribution publique d'eau date de 1870 à Saint-Pierre, 8 km de tuyaux de pression. Et entre-temps, ça a évolué. À l'époque, il fallait chercher de l'eau avec un seau pour amener de l'eau. Et aujourd'hui, de plus en plus, nos foyers sont raccordés. On peut dire à plus de 90%, il y a encore des foyers qui ne sont pas raccordés. Alors souvent, nous entendons des choses qui dépassent l'entendement. Vous êtes payé comment pour votre prestation ? Alors, dans le cadre du contrat qui nous lie à l'agglomération, pour lequel on a répondu par appel d'offres,
et définit le tarif de l'eau. Pour chaque mètre cube compté au compteur de l'abonné, on a un certain tarif qui vient nous rémunérer le travail. Et après, on n'a pas le choix, on applique ce tarif. Si vraiment il est complètement en dehors de la réalité, on a le droit de se revoir avec l'agglomération et de renégocier une partie du contrat, ce qu'on appelle un avenant au contrat. Mais c'est très rare et c'est très long à faire. Donc, en général, on a le tarif qui est défini au démarrage et on l'applique. Mais ce tarif n'est pas défini par la SME. Pas du tout. Il est défini par l'agglomération propriétaire qui a lancé l'appel d'offres et qui dit, ben voilà, en face de tous les coûts du service qu'on estime devoir prévoir, ben il faut une certaine recette qui est assise sur les volumes comptés au compteur de tous les abonnés. Donc pour le volume prévu, fois le prix, ça va faire la recette qui équilibrera les charges prévues, les dépenses. Deux choses. On peut comparer la SME à une station-service. C'est elle qui vend l'essence, reçoit l'argent pour le reverser. Voilà. Ce qu'il faut rajouter, c'est que le tarif dont parle Roland n'est pas totalement perçu par la SME. Non. Puisqu'une partie est reversée à la collectivité, une partie à l'ODE, une partie même à l'État. Vous êtes le collecteur, le percepteur. Voilà, nous sommes le percepteur, mais toute la facture ne revient pas entièrement à la SME. Deuxième chose. Alors peut-être sur ce point-là, je peux éclairer encore un peu. J'ai regardé la répartition de ces différentes destinations, de l'argent que nous percevons auprès des usagers. Nous collectons cet argent. Il y en a 2,10% qui est lié à la TVA, donc ça repart, on le reverse à l'État. Il y en a environ 1% et quelques qui est lié à l'octroi de mer, donc on le reverse à la CTM. Il y en a environ 10% qui est lié aux redevances obligatoires, mises en place par l'ODE, l'Office de l'eau, qui lui permet ensuite de financer des opérations de dépollution, de protection de la ressource en eau, etc. Et si j'oublie pas encore, il reste 73% environ, 3/4 liés à notre travail. Ah si, j'ai oublié aussi les 15% environ liés à la rémunération du propriétaire, l'agglomération, qui, par cette surtaxe, finance ses investissements. Voilà. Donc nous, l'exploitant, l'opérateur exploitant, c'est un petit 3/4 de la facture. Et au niveau contentieux, vous avez beaucoup d'impayés. Oui. Comment ça se passe? Vous êtes une entreprise. Mais c'est un gros problème. Les impayés, pour qu'une entreprise fonctionne, il ne faudrait pas d'impayés. Les charges sont là, il faut quand même les recettes en face. Oui. Mais on sait bien que c'est pas toujours facile, il y a des délais parfois de paiement. Il y a aussi des familles, des usagers, des abonnés qui sont en difficulté. Bien, dans ces cas-là, ils demandent à la SME une étude de leur dossier. On arrive à faire des échéanciers sur plus d'étalement de leur petite dette, de la facture d'eau. Il y a aussi un fonds de solidarité qu'on appelle le FSL, qui est mis en place par la CTM, auquel nous on cotise, les opérateurs cotisent. Et ce fonds de solidarité vient chez les CCAS des communes pour aider les personnes en difficulté. Il peut y avoir aussi dans les contrats qui nous lient aux agglomérations un dispositif de solidarité qu'on appelle le chèque eau. Par exemple, à Cap-Nord, il y a un dispositif de chèque eau qui est défini chaque année sur les recettes perçues par la SME. Il y a une partie que nous reversons au CCAS pour aider les personnes en difficulté. Mais globalement, il nous reste quand même un certain pourcentage d'impayés chaque année. Alors, quelqu'un qui n'aurait pas payé justement sa facture, est-ce que vous avez le droit, ou d'ici, vous avez le droit donc de couper l'approvisionnement en eau? La loi l'interdit. D'accord. Même pas le droit de réduire la pression. La loi l'interdit. On ne peut pas couper l'eau des propriétaires, des propriétés principales. Mais on pourrait, si vraiment il le fallait, couper l'eau pour les propriétés secondaires et pour les commerces, les entreprises. Là, la loi l'autorise. D'accord. Enfin, on en vient rarement là, parce que couper l'eau, c'est vraiment mettre les gens en difficulté. On préfère quand même leur donner des facilités, mais aussi, quand tout cela ne marche pas, on a un service contentieux. Et après, on s'appuie sur les huissiers, et puis après, on s'appuie sur le tribunal, si vraiment, à la fin, il le fallait. Mais c'est pas le but, quoi. Le service de l'eau, il n'est pas là pour faire de la coercition, quand même.
Très bien. Alors, dans l'étude dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a une partie de cet argent qui est récolté qui prévoit éventuellement de refaire, changer les tuyaux? Parce qu'on dit qu'il y a plus de 50% des tuyaux où l'eau part dans la terre. Est-ce que ça alimente nos rivières de terre. Oui. Est-ce que ça existe vraiment? Voilà, parce qu'on dit qu'il faudrait un plan Marshall. J'entends ce mot-là souvent. Il faut un plan Marshall pour pouvoir refaire la tuyauterie. Alors, Monsieur Ludowski, monsieur le directeur, est-ce que sur ça, est-ce qu'effectivement, il y a de l'argent là pour pouvoir refaire tout ça, ce fameux plan Marshall? On va prendre l'argent où? Alors, premier point, après je te laisse exposer, mais sur la partie investissement pour renouveler les canalisations, ce sont les agglomérations qui ont cette charge-là. D'accord. C'est pas la SME, comme je l'ai déjà dit. Hein. Dans la partie de la facture, il y a une partie de la redevance qui est reversée à l'agglomération pour ces investissements. Donc chaque agglomération porte la charge des investissements, mais c'est vrai que ça peut être colossal, hein, ça peut être des centaines de millions d'euros. Mais pour cela, il y a quand même des fonds européens, français, CTM, ODE, qui permettent de subventionner une bonne part de ces travaux. Encore faut-il les monter, les étudier, lancer les appels d'offres et les réaliser. Ça prend souvent du temps. D'accord. Monsieur Ludowski. Alors oui, c'est juste pour dire, tout à l'heure, il a dit qu'en 1870, on a posé de tuyaux. On a posé les premiers 8 km de tuyaux. En fait, ce qui se passe, c'est que on voit bien que dès les années 1800, on a commencé à poser des canalisations. Et aujourd'hui, parfois, nous sommes encore en train d'utiliser ces vieilles canalisations. Oui. Donc, il faut, au fil du temps, les renouveler. Donc, les gros problèmes qui se posent, pour lesquels on a beaucoup de fuites, c'est parce que ce sont des canalisations vieillissantes. Voilà. On a un réseau nous avons un réseau vieillissant qui demande d'être renouvelé. C'est pour ça qu'on parle de ce fameux plan Marshall qui devrait permettre de renouveler ces canalisations. Alors, pour compléter, peut-être, on ne peut pas rénover tout le réseau d'un coup. Oui, de mémoire, sur la KSM, il doit y avoir 1000 km de tuyaux. Sur Cap Nord, 1200. Et puis sur l'espace sud aussi, environ 1000-1200. Ça représente des milliards d'euros de patrimoine. Donc on ne peut pas les renouveler comme ça. Et d'autre part, une partie de ce patrimoine est quand même en bon état. Tout n'est pas acheté. Il y a quand même des tuyaux qui sont encore en très bon état. Une partie est en moins bon état et une partie en mauvais état. Et on estime que la partie en mauvais état, c'est de l'ordre de 20 à 30%. C'est quand même beaucoup. Sur le volet technique. Faire. Mais pour le faire, excusez-moi, il faut en faire un peu chaque année. L'étaler peut-être sur une dizaine d'années, sur 20 ans. Et en même temps qu'on renouvelle une partie de ce réseau, en gros travaux, mais il faut l'entretenir. Et il faut aller chercher les fuites et les réparer dès qu'on les trouve. C'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de fuites. On y reviendra sûrement après. Mais ça, il y a deux piliers pour que le réseau de distribution ne perde pas d'eau. Un, il faut renouveler les tuyaux vétustes, il y en a beaucoup. Et puis, il faut, en même temps, chercher et réparer toutes les fuites. Il y a toujours des fuites. Même sur des tuyaux neufs, il y a des fuites. Très bien. Alors, c'est le volet technique. Monsieur Ludowski, quand on sait comment ça se passe, rupture d'eau, réservoir vide, on coupe l'eau, on charge. Après, quand on envoie l'eau, la pression qui arrive, souvent, nous cause des problèmes, désemboîte certaines canalisations, parce qu'à l'époque, quand on a installé ces tuyaux, on emboîtait. Aujourd'hui, ils sont boulonnés. Donc. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup, il y a ce dont on parle aujourd'hui, peut-être qui était moins bien maîtrisé à l'époque, c'est la régulation de la pression sur les réseaux. Donc aujourd'hui, nous faisons une grosse campagne là-dessus pour baisser les pressions dans les réseaux, qui font que lorsque on va remettre en service, on va vidanger déjà, on va mettre en vidange les tronçons de canalisation, et puis derrière, nous nous tractons les réseaux en surpression. Parce que si les réseaux vieillissent, si la pression est trop importante, plus vous avez de la pression, plus vous avez des ruptures ou des fuites. Donc nous travaillons beaucoup sur la baisse générale de la pression sur le réseau. Pour éviter les coups de bélier. Pour éviter les coups de bélier, pour éviter les fuites. Pas de pression, pas de fuite. Donc moins il y a de la pression, moins il y a de la fuite. Voilà. Alors, les communautés d'agglo, sud et nord, sont approvisionnées par vous.
Est-ce qu'éventuellement, on aurait pu imaginer que vous donniez un coup de main à l'agglo du centre pour aider ces gens qui n'ont pas d'eau chez eux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez suffisamment de stock pour envoyer un petit peu sur la KSM? Je dis ça tout bêtement, hein, je ne suis pas spécialiste du tout. Hein. Oui. Du stock. Oui. Alors, C'est une bonne question. Alors, peut-être, il y a déjà plusieurs façons de voir la chose. Nous sommes liés par un contrat à chaque agglomération. Si on veut nous utiliser sur d'autres secteurs, peut-être pour aider une autre agglomération à laquelle nous ne travaillons pas, c'est possible. Il faut juste que notre maître d'ouvrage, l'agglomération peut-être du Nord ou du Sud, nous dise « Ok, vous pouvez y aller ». Et si la KSM dit « On a besoin de vous », on vient. Mais ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Très bien. En général, là, c'est une décision politique. c'est une décision des décideurs. Ensuite, en termes de fourniture d'eau, et après en termes de travail au quotidien et de stock de matériel, il y a encore d'autres niveaux. Sur la fourniture d'eau, comme disait Philippe, beaucoup de pluie tombe sur le nord. Mais pendant la sécheresse, il y en a un peu moins, c'est quand même un peu tendu. Et pour cela, justement, il y a la grosse usine de la CTM, l'usine de Vivey, sur la rivière Capot, qui permet d'alimenter beaucoup, en secours et en complément, tout le centre et le sud. Eh bien, avec cette grosse usine qui vient de Vivey-Capot, elle arrive le long de la côte atlantique nord, elle descend sur Trinité-Robert, Cosmy, et à partir de là, elle rentre sur le territoire du sud, qui est l'espace sud, et du centre. Pourquoi le centre? Parce que c'est comme ça, c'est historique. C'était avant un très grand syndicat qu'on appelait le SIGSM, qui a disparu au profit des compétences des agglomérations en 2016. Eh bien, cette eau qui vient du nord, elle rebascule en fourniture d'eau, qu'on appelle une vente d'eau en gros, sur le Lamentin et Saint-Joseph. Donc c'est l'espace sud SME qui vend en gros une partie des besoins du Lamentin et de Saint-Joseph, de la KSM au d'ici. Donc on achète en gros à CTM Vivey, tout au nord, et on revend une partie de cette eau-là à l'espace sud d'ici. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, on fournit de l'eau quand il y en a besoin, à la mesure de ce qu'on a. C'est-à-dire que les tuyaux laissent passer, que la pression disponible soit suffisante et que les usines peuvent les produire. Si tout ça marche, eh bien, on fournit autant d'eau qu'on peut et qu'il y a besoin à KSM Odyssey. Par exemple, là, les 4 premiers mois de 2024, comme on est en carême sec, Odyssey KSM nous a acheté 30% de plus que les premiers mois de 2023. D'accord. Donc, en fait, on donne plus d'eau, on fournit plus d'eau en ce moment même à KSM Odyssey. Est-ce que l'usine de Vivey, en ce moment, n'est pas en fait état de marche? Est-ce qu'elle n'est pas à l'arrêt pour des révisions, des choses comme ça? J'ai pu comprendre que c'est mal tombé, cette révision. C'est ça ou je me trompe? Alors, l'usine de Vivey, certes, est en travaux en ce moment. Ils travaillent sur le sableur, le dessableur, en amont. C'est quoi, excusez-moi, mais c'est quoi le quand vous voulez, quand l'eau est captée de la rivière, on passe dans un ouvrage qui s'appelle le dessableur. Ce premier ouvrage qui va commencer à dégrossir et enlever les matières les plus lourdes. D'accord. Et après, ça arrive dans un décanteur. Le décanteur va encore traiter et enlever les matières les plus fines, de façon à rendre l'eau à pouvoir traiter une eau filtrée, et la filtrer. Aujourd'hui, sur l'arrivée d'eau brute à Vivey, la CTM a entamé des travaux d'amélioration, c'est bien. Et il se trouve que ces travaux d'amélioration, que j'appellerais des travaux d'entretien, réduisent la capacité de traitement de l'usine en ce moment. Ce qui fait qu'en ce moment, nous sommes... ils peuvent nous livrer que 20 000 mètres environ 20 000 mètres cubes, 21 000 mètres cubes. Au lieu de 24 ou 24 000. Voilà. Mais cette révision n'aurait pas pu être faite en dehors de la période carême. C'est fonction du marché. À un moment, on te donne l'ordre de service. Non, c'est-à-dire que... Ça, par contre, on ne sait pas trop bien. Enfin, c'est le maître d'ouvrage CTM qui a des travaux avec son exploitant, opérateur, qui est la SOR. Après, nous, on n'intervient pas du tout. Donc, on n'a pas vraiment les informations.
Mais on sait que parfois les travaux peuvent durer plus longtemps que prévu. Bon, c'est les aléas des chantiers. Hein. Parfois, les travaux sont planifiés en période sèche parce que c'est plus facile d'intervenir quand le cours de l'eau est plus bas que quand vous avez un cours d'eau qui est très important. C'est plus difficile d'intervenir sur les ouvrages hydrauliques. Donc, c'est peut-être un choix qu'on peut comprendre. Est-ce que Vivier, c'est bien vous, vous travaillez là-dedans avec Vivier, non? Non, Vivier, c'est la SOR. C'est la CTM et la SOR. D'accord. C'est la SOR. Parce que je voulais demander, par exemple, comparativement à une centrale comme ça en France métropolitaine, est-ce que Vivier, c'était quelque chose de moderne comme là-bas, ou bien est-ce que là aussi ça remonte à... Non, c'est ultra moderne. C'est une usine très moderne, ultra moderne. C'est l'une des usines les plus modernes de la Caraïbe. De la Caraïbe, d'accord. Oui. Et qui a un niveau de dépollution qui fait qu'il y a un surcoût. Il fallait sortir tous les pesticides qui rentraient dans l'eau. Donc avec tous les modules qu'ils ont, c'est un surcoût. Et aujourd'hui, nous demandons depuis un moment qu'on puisse augmenter la capacité de réception d'eau brute pour avoir un traitement supérieur à faire. Mais là encore, ce sont des décisions politiques qui demandent du temps. Exactement comme ce que nous demandons pour la CACEM, que l'on remette en route Caféière. Caféière est fermé depuis la... Pardon? Caféière, le captage de Caféière. Il avait été fermé parce qu'il était le captage le plus surchargé en chlordécone et autres pesticides. Mais aujourd'hui, avec le traitement au charbon actif, c'est possible de remettre cette usine, ce captage en place pour augmenter le volume de la CACEM. Et on ne comprend pas pourquoi politiquement on ne le fait pas. Donc, et là, ça impacte la CACEM surtout, principalement. Il a un volume énorme à Caféière. C'est où Caféière? Caféière, c'est derrière Ravine-Vilaine. Okay. Ils peuvent capter cette eau-là, basculer sur Ravine-Vilaine. Ravine-Vilaine est traité en charbon actif, en poudre. Donc on peut dépolluer. Et pourquoi ils ne le font pas, on ne sait pas politiquement. Non, mais au-delà de ça, c'est pas... Mes questions, c'est simplement que ceux qui nous regardent comprennent d'où vient l'eau, qu'est-ce qui se passe. C'est pas les décisions politiques, nous sommes des élections, ça on en parle. Non, mais Mano, les décisions politiques, lorsque le commun du mortel écoute la télé et entend tout et n'importe quoi sur différents plateaux, accusations gratuites sur la SME, je dis ça, c'est pas bon. Maintenant, on a des décisions à prendre claires pour savoir comment gérer cette eau en Martinique. On n'a pas besoin d'une assemblée unique pour le faire. Et de plus en plus, on a des personnes qui décrochent sur cette idée d'assemblée unique. Il faut de l'eau pour la Martinique, il faut faire les réparations. Ce ne sont pas des ennemis d'ici. Ils se parlent. Quand ils ont besoin d'une pièce, une clé, un boulon, ils échangent. Oui, c'est comme des garagistes. Oui, bien sûr. On n'a pas besoin d'être en conflit sur ça. Et c'est ce que nous demandons à beaucoup de ceux qui parlent de l'eau, de savoir de quoi on parle, d'être documentés. Ça, par exemple, ce document-là, il date de 1994. On soulevait déjà le problème de l'eau pour 2000. Et tout est d'actualité. On est en 2024, on n'a pas bougé. Donc il faut qu'un jour on se décide, se dire, messieurs, on a tout un système, tous, on sait de quoi on parle, faisons le nécessaire pour que l'eau puisse couler au robinet. Bien. Ok, alors Jean, oui, pardon. Excusez-moi, juste pour terminer cet aspect-là, pour rassurer, parce que parfois on a des questions qui se posent, la chlordécone ou les autres pesticides de l'activité humaine se retrouvent dans les ressources en eau exploitées seulement dans la rivière Capot. D'accord. Massivement. C'est-à-dire le Lorrain. Le Lorrain. En fait, tout le bassin. Enfin, oui. Et c'est pour ça qu'il y a cette grosse usine de traitement très moderne qui permet, par cette technologie, d'abattre et de conserver les pesticides, de sortir les pesticides et la chlordécone. Donc l'eau qui est ensuite produite par cette usine, elle est potable. Il n'y a plus de résidus à l'intérieur. Et par contre, pour les autres usines, donc Rivière Blanche, Directoire, pour la CACEM, il y a Durand, Didier, puis il y en a d'autres sur le nord. Il n'y a pas de pollution chimique. Il n'y a pas de pollution parce que les prises d'eau sont en amont des hauts de rivière, là où il n'y a pas eu d'activité humaine. Voilà. D'accord. Donc c'est quand même très surveillé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui contrôle ça comme le lait sur le feu. Et il y a une petite usine à Séguino, au fond, qui prend son eau dans la forêt. Il n'y a pas d'agriculture là-bas. Séguino, c'est le Lorrain aussi. Au Lorrain. Sur la rivière du Lorrain. Sur la rivière du Lorrain, mais tout à fait au fond de Séguino, du quartier Séguino. Mais son captage ne se trouve pas dans une zone agricole. C'est en pleine forêt, là. Là, c'est la SME qui c'est la SME qui gère cette usine. Voilà. Oui, c'est l'usine qui est sur la rivière du Lorrain, au quartier Durand-Lorrain, qui traite une eau
qui n'est pas pollué à la chlordécone. D'accord. Mais en parlant de ça, il me semble, il y a quelques mois, les riverains du Loin, quelque part par là, vous se pétaient parce qu'il n'y avait pas d'eau, alors qu'il y avait l'usine à côté de chez eux. Ça, c'était un coup politique. Je ne sais pas si je suis autorisé à en parler. C'était pas quelque chose... C'était un coup politique. C'est-à-dire... C'était un coup politique contre Azéro. Notre bon maire du Lorrain voulait évincer, comment il s'appelle encore, Azéro, pour la présidence Cap-Nord. Il était en pleine campagne pour être élu député et tout ça. Donc, tout ça, c'est sous sa responsabilité. Les autorisations pour faire les travaux sur les routes n'étaient pas délivrées par la mairie. Et finalement, cette affaire politique s'est retournée contre lui, exactement comme pour l'affaire Seguino. Ça s'est retourné aussi contre lui. D'accord. Bon, maintenant... Alors, nous, on n'a pas de commentaires à faire sur ce sujet, pas du tout. Là, en tant qu'association, je m'autorise à le dire, pour Rayonnement Alimentaire, d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Eux, ce sont des prestataires de services. Bon, ben... Par contre, on a répondu à la demande qui a été de réaliser des travaux. Le tapage médiatique venait du fait que les abonnés d'un quartier, le quartier Mont-Capot-Loin, n'étaient pas alimentés. Où ils étaient très souvent en rupture d'eau, et donc d'où ce soulèvement. Donc nous avons proposé, en tant que fermiers, à la collectivité, des travaux provisoires pour pallier à ce manque d'eau sur ce quartier. Donc nous avons proposé à la collectivité un certain nombre à court terme des travaux que nous avons réalisés avec l'aval de la collectivité de Cap-Nord. Et du coup, le problème est résolu sur Mont-Capot, et vous aviez entendu aussi avant sur les quartiers de Mont-Balais. C'était un peu la même chose, où certains quartiers étaient en tension, et où nous avons réalisé, pour le compte de la collectivité, des travaux provisoires permettant d'alimenter ces quartiers dans l'attente de travaux définitifs de la part de la collectivité. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de présenter, puisqu'on se voit souvent, puisque tu animes une émission ici. Tu es le président de l'association PUMA. Pour une Martinique autrement. Pour une Martinique autrement, et ce qui fait qu'effectivement, tu détiens beaucoup de... Et nous siégeons dans différentes CCSPL, et assez souvent, nous ne sommes pas invités, nous sommes évités. Mais malgré tout, tu rentres. Nous parvenons à avoir l'information, nous parvenons à faire bouger les lignes. Oui. Parce que bon, il s'agit de notre pays. C'est pas normal au moment où nous parlons, il y a des personnes qui ne se sont pas lavées depuis 2-3 jours, ou bien d'autres personnes sont condamnées à se laver avec une bouteille d'eau. Oui, nous, au sont grand homme, les mains ne pas laver, ça qu'on fait, on va pas courir là. Donc il faut que l'eau puisse normalement couler dans les robinets. Et nous savons ce qui se passe. Je prends un autre exemple. Le problème des réservoirs d'eau. Il y a des réservoirs, quand ils ont été construits, il y avait une population qui a triplé. Et c'est toujours le même réservoir qui alimente. Et très souvent, ces réservoirs-là sont sous tension. On prend l'eau dans la zone incendie, le niveau incendie. Et finalement, ça pose problème. Il y a des réservoirs de répartition. Lorsqu'on a fait le changement Espace Sud et Kassem, le réservoir de Mont-Pito, il est sur le territoire de la Kassem. Il est alimenté par la Kassem. Et c'est qui paye la facture? Enfin, qui paye la facture. Qui on condamne, qui on critique, c'est la SME. Mont-Pito François, on l'a inventé. Oui, Mont-Pito François. Donc il y a tout ça. Et puis la question de réservoir à l'époque, avec Jean-Télé Moc, on avait acheté différents terrains pour qu'on puisse construire les réservoirs. Et nous nous posons la question, où sont passés ces terrains aujourd'hui? Ils ne sont plus dans le radar. Il faut bien qu'un jour, on nous dise où sont passés ces terrains. Or, si ces réservoirs avaient été construits, on a augmenté le volume de stockage, on a augmenté la distribution, on n'aurait pas eu autant de problèmes aujourd'hui. Donc, ce sont des choses que nous pouvons régler tranquillement, comme nous sommes en train de faire là, dans une discussion saine. Pas besoin d'assemblée unique, pas besoin de tout ça. Il s'agit de la Martinique. L'eau, c'est une question 100% martiniquais. Le seul endroit où l'État intervient, c'est dans les analyses. Oui. Autrement, il faut régler ça. Je prends l'exemple. Quand Adine, c'était l'année où on a eu beaucoup de casses, ça a été réparé très vite. Seguino, quand Seguino, la rupture de Seguino, qui n'était pas dans le contrat de la SME, c'est le directeur de l'époque, Yves Fagueradji, qui a fait le nécessaire pour qu'on puisse alimenter la Martinique en eau.
Mais cette réparation, il a fallu que nous, Puma, qu'on puisse charger fortement la présidence du SIXM à l'époque pour que la SME soit payée, remboursée. 3 ans. Et ça, dans beaucoup de collectivités, ils avancent des travaux, ils font tout ce qu'il faut pour faire circuler l'eau, et pour être payés après, c'est pas évident. Et ça, c'est pareil pour beaucoup d'entreprises qui travaillent pour les collectivités. Maintenant, tu en sais quelque chose. Alors, vous parliez, Florent, d'une solution d'augmenter les réservoirs. Ça, c'est important. Mais il y a aussi une autre solution complémentaire qui est d'améliorer l'étanchéité des réseaux. On en parlait tout à l'heure. Oui. Renouveler les réseaux, réparer les fuites rapidement. Plus on limite les pertes et les fuites de ces réseaux, plus facilement on passe les sécheresses. Et sur l'espace sud, qui était avant le SIXM, depuis de nombreuses années, des investissements ont été faits par l'agglomération. Depuis 2020, cette fameuse année très difficile de grande sécheresse, l'agglomération de l'espace sud a lancé beaucoup de travaux, a remis en place des matériels pour mieux écouter les fuites, pour mieux les détecter, que nous faisons ensuite. Et puis a mis en place aussi des surpresseurs, des pompages qui manquaient pour pouvoir alimenter tous les hauts des mornes. À l'époque, en 2020, quand il n'y a, plus de pression, c'est les hauts des mornes qui dérouillent parce qu'ils sont en hauteur. Maintenant, il y a des pompages et on les fait travailler toutes les nuits pour alimenter toujours, que tout le monde ait à peu près de l'eau tout le temps. Alors, on a eu un petit peu, comme je disais tout à l'heure, quelques difficultés quand même ces derniers jours, la semaine dernière, sur l'espace sud, mais ça a duré quelques heures. Pas de quoi mettre en place des coupures tournantes. Pourquoi ? Parce que le rendement de réseau de l'espace sud, il est de 80%. Voire même certaines années de 82%. Ça veut dire qu'il y a seulement 20% de pertes de fuite. Alors, vous me direz, c'est déjà beaucoup, oui, mais la moyenne des rendements de réseau en France, c'est 75. Un excellent rendement, c'est 90%. On ne peut pas être étanche à 100%. Donc 80, c'est bien. Et c'est justement pour cela qu'en ce moment, on arrive, avec beaucoup d'efforts d'exploitation, et la nuit et le jour, on est en gestion de presque crise en ce moment. Mais on arrive à passer. Alors, l'autre particularité avec la SME, ils ne sont pas dans leur coin à faire leur petite cambouille. Ils communiquent dessus, j'ai un document. Tu parles comme ça de la SME parce que tu équilibres. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, tu reçois régulièrement d'ici, donc aujourd'hui, c'est bien. Mais d'ici, pareil, nous avons souvent été en conflit avec Yvon, à quitte, et on s'est promis de régler tout le problème de l'eau quand on sera dans l'au-delà. Et donc, il publie un bulletin régulier pour donner les travaux qui se font, quelles sont les choses qui se font, qui sont mis en place. Et les interventions, par exemple, au 30 avril, ils avaient fait 55 interventions, 50 enquêtes, réparations. Chez les Branchois, les filles chez les Branchois. Et puis, il y avait 25 enquêtes de réparation, canalisation, et 28 fuites de réparer. Donc, on est informé régulièrement. Chaque jour, on reçoit le bulletin, on est informé. Bon, nous, en tant qu'association, nous recevons toutes les informations, nous faisons nos synthèses, et on sait à quel moment qu'il faut mettre la pression. Il y a une période où on était en conflit ouvert avec la SME, à l'époque de Pierre Davidas, et puis il y avait Beauzelec, le directeur. Et c'est quand enfin Paris a compris qu'il y a un problème, il a été remplacé. Et depuis, on discute avec tous les directeurs qui sont là, le personnel, tout le monde sait que il y a telle opération à faire. Quand des fois des gens ont des difficultés, on intervient pour accompagner ces personnes-là. Aujourd'hui, il y a un dialogue. Et c'est ça qui nous manque en Martinique, le problème du dialogue. Bien sûr. L'échange avec les autres. On est toujours dans le fanchou, conflit. Non, on ne peut pas fonctionner un pays comme ça. S'il manque de l'eau à la Martinique, qu'est-ce qu'on peut faire des forages? Des forages, par exemple, à Saint-Joseph. Comment ça s'appelle Cœur-Bouliki, à Saint-Joseph. Et on pourra récolter combien de mètres cubes d'eau? Est-ce que c'est vraiment important de faire ça? Alors j'étais justement hier dans une réunion avec le BRGM qui exposait que lui connaît bien un bureau de recherche géologique et minière, il connaît bien le sous-sol, les études sont faites, donc il sait que dans telle vallée, on pourrait, avec des forages d'une 50 à 100 mètres de profondeur, aller chercher de l'eau complémentaire. Ça ne va pas révolutionner la ressource en eau de Martinique. Le plus grand des volumes, c'est quand même dans les rivières, mais quand même, il y en a déjà dans les nappes un peu souterraines, sous les rivières notamment. Et à Rivière-Blanche, on en exploite 2 forages. L'espace sud est propriétaire de 2 forages. Et ça nous délivre un complément
Oui, d'à peu près 50, à peu près 300 mètres cubes jour, 300 à 400 mètres cubes jour. Voilà, donc il y en a différents, il y a différentes. On a aussi sur Pécoul. Sur Pécoul, on a un forage Saint-Pierre qui délivre à peu près 30 mètres cubes heure, qui alimente la ville de Saint-Pierre. C'est un complément. C'est un complément. Monsieur Lilowski, quand vous dites 30 mètres cubes dans un foyer par an, 2 enfants, on utilise à peu près combien de mètres cubes? Alors, on utilise à peu près 150 litres d'eau par abonné par jour. D'accord. Dans un foyer. Par an, c'est une centaine en moyenne, un peu moins peut-être, 80-90 mètres cubes par an. Mais pour faire fonctionner ces captages... Est-ce qu'il faudrait inciter nos compatriotes à installer des citernes chez eux, comme on faisait avant dans le temps, pour parer à toute éventualité pour la période sèche? Alors oui, c'est une idée d'ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens récoltent l'eau de pluie, surtout en période de sécheresse. Il vaudrait mieux avoir des citernes pour arroser, notamment pour arroser les pelouses, les véhicules, enfin tous les usages qui sont pas, la Vendée, qui sont pas obligatoires, qui sont pas obligatoires. La vaisselle, des choses de ce genre. Pas la vaisselle. Et ça permet d'économiser un petit peu la ressource en eau potable. Mais là aussi, ça a été un échec. Parce qu'il y a eu une aide, un accompagnement de la CTM sur ce volet-là. Il y a des entreprises qui ont fait faillite parce que la partie CTM ne leur a pas été versée. Donc finalement, on tourne en rond. Et il est fortement question aujourd'hui de faire rentrer une taxe sur la récupération d'eau de pluie. Et ils ne savent pas comment l'annoncer à la population, puisqu'ils considèrent que l'eau qui est captée par le 3 n'est pas comptabilisée au niveau compteur. Okay. Mais cette eau est redistribuée dans le réseau assainissement. Donc pour compenser, ils veulent faire payer une taxe. Ça a bougé au niveau national, mais ici, ils ne savent pas comment l'appliquer. Mais il faut s'attendre à ça, tôt ou tard. Ça pareil pour le... Ça fera du bruit, c'est exactement comme le prix de l'eau. On a vu la guerre il y a 15 jours à la CTM, quand enfin Odyssey a annoncé qu'il fallait augmenter le prix de l'eau de pratiquement 40%. Parce que vu les travaux, maintenant, on est obligé d'augmenter le prix de l'eau. On ne peut pas passer par 4 chemins, l'eau paye l'eau. Donc on est obligé d'augmenter le prix pour pouvoir faire toutes ces réparations-là. Mais en même temps, on a probablement diminué de l'autre côté. Oui. Pour les gens... Oui, ils ont fait un coup politique. Voilà, ils ont fait un coup politique. Oui, ils ont fait un coup politique. Mais qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, un jour, ça vous explose au visage. Il faut qu'on arrête de jouer avec ça. C'est une nécessité, l'eau. Le nombre d'entreprises, de restaurants et autres qui ne travaillent pas, on ferme des écoles, des crèches, tout ça. Ce n'est pas normal. Dans un pays qui a de l'eau, bien. On a de l'eau. On n'a pas eu d'eau, bon, c'est un problème. Mais on a de l'eau. On ne sait pas comment faire en sorte, comment régler le problème. En tout cas, on est loin de créer une usine pour prendre de l'eau de mer et, comme à Saint-Barth. C'est comme ça qu'ils sont à Saint-Barth, je crois. Saint-Barth. Oui, à Saint-Barth. On n'en est pas là quand même. Hein. Non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Non. Par contre, il y a une usine qu'ils ont du Rion. Dans toute la Caraïbe, c'est la plus performante en matière de, je ne dirais pas de dépollution, puisqu'en fait, elle travaille à disque, il n'y a pas d'agriculture, l'eau bout passe. Et c'est tout, c'est au Mort-Nevers. Urion, Mort-Nevers. Mort-Nevers, c'est une propriété de Cap-Nord. Oui, Cap-Nord. Elle est très moderne aussi, avec de l'ultrafiltration qui permet de retenir les matières en suspension, la turbidité, et donc d'assurer quand même une distribution, même pendant les pluies. Enfin, on arrive à et à propos de Cap-Nord-Casse-Pilote, nous n'avons pas compris le coup de force. Le tuyau qui n'est pas branché, là? On pose un tuyau. Pour faire un trou sur les routes de la CTM, il faut une autorisation. Donc pour faire ce tracé, ils ont eu l'autorisation de la CTM. Ils ont posé le tuyau. En face, il y a un problème d'approvisionnement de ce tuyau. Mais il est alimenté, ce tuyau? Non. Je ne sais pas s'il est payé, si les travaux ont été payés. Les travaux sont réalisés. On a le tuyau là, qui nous regarde. Et arriver pour prendre cette eau, c'est à Mourestin. Oui, c'est l'eau de Mourestin qu'on prendrait à Casse-Pilote. Eux ne sont pas en capacité de faire descendre de l'eau, il n'y a pas d'eau.
Et Cap Nord a pris une délibération pour dire qu'il n'est pas question de faire ce branchement. Donc on est dans un conflit politique. Dans un conflit réel. Mais les 3 présidents de ces PCI, ce sont... Ils se chamaillent en permanence. Ah bon, j'ai cru qu'ils s'étaient mis d'accord pour améliorer les choses. Quand on veut faire l'Assemblée unique de l'eau, ça veut dire pour l'instant, nous avons 4 présidents. CTM et les 3 autres présidents de PCI. D'accord. Donc il y a 3 présidents qui vont tomber. Ouais. Il y a 3 directions. Tous ces services-là vont tomber. Donc ce sera vraiment un gros panier à câble, cette histoire d'Assemblée unique. Et il commence, qui sera président? Tout le monde veut avoir la présidence avec tout ce qui va autour. Donc, et alors qu'on a un problème d'eau à régler, réglons le problème déjà, et après nous allons parler de tout ça là, que l'on puisse dire que tout ce qui est, je dirais, ressources, soit géré par une seule entité avec un comité de sages, pour permettre que, quelle décision on prend, de ce est-ce qu'on prend là, que ce soit réglé tout de suite. Mais que l'on fasse tout ce pataquès aujourd'hui, faire croire à la population avec une assemblée unique. Exact. De l'eau? Oui, de l'eau. Comme nous a fait croire avec l'assemblée unique, département, région, dans le même sac, on a vu dans quel état on est. Donc, 3 assemblées uniques Martinique. Réglons comment c'est le problème. Encore une fois, là, c'est le Puma qui parle. C'est pas la SME. Je vais m'adresser à lui, aux téléspectateurs. Là, vous êtes hors course dans cette. Vous êtes des prestataires de services. Tout à fait. On n'a pas notre mot et notre idée à dire. Par contre, contrairement à Odyssey est décisionnaire, puisque le président d'Odyssey, ils vont pas quitter, et vice-président à la CACEM. Oui, je ne sais pas. Alors, concernant la SME, en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles pour l'instant, tout va bien. Pour la distribution de l'eau, il n'y a pas de souci, là. C'est pas de souci. Éventuellement, ceux qui ont besoin d'être rassurés. Pas de souci, c'est un grand mot. On va dire que tout le monde est alimenté, mais que nous sommes toujours en tension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tout le monde est alimenté, mais suivant l'évolution, les évolutions météorologiques, on ne peut pas dire que dans les semaines qui viennent... Où son portable peut sonner, il y a une casse intégrée. Il nous reste un point quand même qui n'est pas neutre, hein, c'est 1000 abonnés environ, donc ça fait quoi, 2-3 000 habitants sur le François. Ce sont les quartiers de la commune du François limitrophes à la commune du Lamentin. Et ces personnes-là, ces usagers-là, sont desservis par des réservoirs qui viennent de la CACEM Odyssey, gérés par le confrère, par Odyssey. D'accord. Donc là, on est en difficulté parce que ces réservoirs-là sont, on va dire, peut-être vides à peu près la moitié du temps. Donc les usagers du Lamentin, certainement, mais aussi ceux qui nous concernent, SME pour l'espace sud, hein, sur le François, il y a environ 1000 usagers, je disais. Eux, ils ont aussi une manque d'eau, une moitié de chaque jour, moitié du temps chaque jour. D'accord. Et ça, c'est très embêtant. Pour eux d'abord, hein, mais comment ça peut être résolu? On est très ennuyés parce que ces gens, ces usagers, cette population manque d'eau. Et alors, comment résoudre? Donc déjà, avec l'espace sud et monsieur le maire du François, on a fait venir des cuves d'eau sanitaire pour les mettre à des endroits stratégiques et aider la population. Et puis pour les personnes les plus fragiles, on a distribué des bouteilles d'eau. Ça, c'est une première étape, très rapide. Après quelques jours de difficultés, c'est ce qu'on a fait. Et puis en même temps, on expertise tout le réseau, les solutions avec Odyssey sur le Lamentin, qui détient les réservoirs, pour essayer de trouver une solution. C'est pas facile, parce que pour alimenter ce quartier, bien sûr, il y a le réseau qui vient du Lamentin, d'Odyssey, mais il y a aussi une partie de l'eau que la SME, l'espace sud, vend à Odyssey, juste en dessous, plus au sud, sur la partie, elle s'appelle Fond d'Or. C'est une station de pompage à Fond d'Or, c'est sur Ducos. Et cette eau-là vient soit de Nord-Atlantique, la Capot, dont on parlait tout à l'heure, soit de Rivière-Blanche, au centre. D'accord. Et comme ces deux ressources-là ont des difficultés en ce moment, on est en tension, hein, on l'a dit tout à l'heure, Rivière-Blanche est basse, la Capot avec quelques travaux étant un petit peu en dessous du débit, on n'a pas toute la pression toute la journée. Et pour arriver à monter à cette station de pompage de Fond d'Or, à Ducos, il faut de la pression.
parce qu'elle est en altitude. Elle doit être à 88 mètres de hauteur par rapport à la mer. Donc il faut quand même que l'eau du réseau général arrive jusqu'à cette station. Là, vous mettez les surpresseurs, c'est ça? Et après, il y a un pompage de surpresseur qui monte sur les réservoirs d'eau d'ici. Mais tant qu'on n'a pas cette pression-là jusqu'à 88 mètres, on ne peut pas pomper. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On a la moitié du temps l'absence de pression pour arriver à fond d'or et ensuite pomper vers Odyssey. Donc Odyssey nous dit ouais, mais vous vendez pas assez d'eau. Je dis, oui, mais on n'a pas la pression, donc laissez-nous plus d'eau sur Rivière Blanche, puisque leur usine principale, Durand, est juste en amont de l'usine principale de l'Espace Sud. Et comme Odyssey prend ses besoins, ils sont en difficulté, ils prennent leurs besoins dans la rivière, il en reste la moitié moins pour nous. Donc, si vous voulez, le Sud souffre quand même un peu de manque d'eau sur Rivière Blanche, et on n'a pas toute la pression qui nous permettrait de monter à fond d'or. Voilà, donc on se mord un peu la queue là en ce moment. C'est le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Ils sont en dessous, le loup est en haut, il prend toute l'eau et après il accuse l'agneau de ne pas donner d'eau. Pour revenir, excuse-moi, il y a une précision. Juste une seconde pour qu'on n'oublie pas. Est-ce qu'on peut savoir, par exemple, la CACEM, c'est quelle population et vous desservez quelle population, par exemple, le Sud et le Nord? Ça représente combien de populations? Pour savoir à peu près. La CACEM, si je ne dis pas de bêtises, c'est environ 150 000 habitants, 73 000 abonnés. D'accord. Cap Nord, c'est 100 000 habitants, environ 52 000 abonnés de l'eau. Et l'Espace Sud, c'est 115 000 habitants, 62 000 abonnés. Donc nous, avec nos 245 salariés, on travaille pour Cap Nord et l'Espace Sud pour desservir 113 000 abonnés. Voilà. Ok, d'accord. Ah oui, ça fait du monde. Beaucoup, ça fait du monde, ouais. Donc vous avez besoin de beaucoup plus d'eau. Mais pas forcément, parce que la CACEM, c'est quand même 73 000 abonnés, donc oui, c'est un peu moins sur la CACEM, mais un peu plus sur le Cap Nord et l'Espace Sud. Plus d'industriels, donc peut-être plus de voilà. On peut considérer que les besoins sont similaires. Voilà, d'accord. À peu près. Alors, pour revenir sur les forages, pour faire tourner... Excusez-moi, monsieur le président de Puma. Mais non, pas de formalité, pas de formalisme. Il faut de l'électricité pour faire tourner ces pompes-là. Et aujourd'hui, Kerboliki ne peut pas être connecté à l'électricité. Le groupe, de temps en temps, quand il trouve du gasoil, ils le mettent. C'est compliqué. Et pour pouvoir faire rentrer l'électricité là-bas, on se retrouve face à d'autres associations qui font leur job pour empêcher de couper des arbres, faire des choses. Résultat des courses, EDF ne peut pas accéder. Or, il y a une solution simple qui consistait à prendre cette eau à Saut-Gendarme, à Font-Saint-Denis, passer par la vicinale et rentrer cette eau en bout dans l'usine de Rivière-Blanche. Et ça, pour l'instant, quand on regarde la distribution naturelle de l'eau, toute la partie atlantique, on pompe cette eau pour pouvoir la laver, faire la boisson, tandis que toute la partie Caraïbe, ça va à la mer sans passer par aucune usine. Or, on a beaucoup d'eau sans allant côté Caraïbe. Donc, simplement, c'est une question de volonté politique. Se dire, qu'est-ce qu'on fait? Un émissaire pour sortir de Saut-Gendarme à Saint-Joseph, ça ne peut pas 1 kilomètre d'émissaire. Il faut passer le tuyau, les pompes, tout ça. À la limite, si on peut mettre un réservoir tampon à 2 choux, là où il y avait l'abri forestier, là, c'est une plateforme qui est là, on peut faire un réservoir. On peut faire un deuxième réservoir plus bas, et puis, par gravité, c'est tout descend en permanence sur Rivière Blanche, et on est alimenté. Mais le président de Puma, association, pour une Martinique autrement, est-ce que tu participes à des réunions? Est-ce que tu donnes ces idées-là aux politiques? Nous écrivons, nous publions. Beaucoup de réunions, nous sommes invités, nous ne sommes pas invités. Parce que nous, on sait de quoi on parle. On est technique au départ. Nous ne sommes pas des ouvriers de la parole. Nous ne sommes pas des révolutionnaires fonctionnaires. Il n'y a pas qu'à. Non, il faut faire pour le pays, point. Ça fait plus de 35 ans. Enfin, je suis parvenu avec Yvon Paquet à lui faire comprendre, il a admis qu'il faut le faire, mais derrière, où sont les autres? Et ça, il faut regrouper tout le monde. Or, on n'a pas de problème de ressources à la Martinique. Nous sommes parvenus à faire la démonstration en préfecture. Ils ont enfin compris qu'il n'y a pas de problème de ressources. Simplement, maintenant, c'est après la vote Mario raconter la monnaie. Ok. C'est un problème politique. On a bon espoir que ça avance. À la vitesse à laquelle ça va, je dis, moi, c'est l'encabrit.
nous laissons un drôle d'héritage à nos enfants, là, qui devront vraiment se démerder parce que non seulement aujourd'hui, la problématique de l'eau n'est plus une problématique bactérienne. Pas oublier que dans les années 50, avec la typhoïde, on a perdu beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, elle est chimique. Chimique. Et nombreux sont les médecins qui sont très très bons en bactéries et qui n'ont pas la notion chimique. Donc c'est tout un processus qu'il faut inverser aujourd'hui. Et nous laissons, je dis, un drôle d'héritage à nos enfants et ils devront se battre pour continuer le combat que nous avons mené pour qu'ils puissent avoir de l'eau dans tous les foyers normalement. Alors bientôt les Jeux olympiques vont commencer à Paris. Jacques Chirac, au temps où il était président, disait qu'un jour il allait se baigner dans la Seine. Est-ce que vous pensez qu'on a pu régler les problèmes de la Seine et on peut s'y baigner sans risque? Ces nageurs-là ils sont loin de cette réalité, très loin de cette réalité. Parce que tous ces nageurs-là, bientôt, je me demande est-ce qu'ils ne risquent pas grand-chose quand même. On n'a pas d'avis particulier, simplement, il faut savoir qu'il y a peut-être une centaine d'années, la Seine était bien plus polluée. L'activité humaine était vraiment sans épuration, alors qu'aujourd'hui, il y a des stations d'épuration très performantes qui recueillent... Celle de Vigneux. Celle de Vigneux notamment. Il y a des grosses stations d'épuration qui dépolluent les eaux usées humaines avant rejet à la Seine. D'accord. Donc c'est quand même mieux qu'il y a 100 ans. Bien sûr. Voilà. Et puis l'étang de Tours, par exemple, c'est le groupe Suez qui a fait des travaux. Il était interdit de pêcher à l'étang de Tours. Aujourd'hui, on peut tout consommer. Parce que quand ils ont fait tout ce qu'ils ont fait à Lunel, là, la méthode des bellules que nous avons visitée, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut faire en Martinique. Il faut faire mais comme je dis, il faut une volonté politique réelle. Mais comme souvent, très souvent, malheureusement, les idées ne venant pas d'eux. Et comme notre politique, c'est une réalité, considère qu'il a le monopole du savoir, j'ai décidé que nous allons faire. Donc, résultat des courses, nous sommes toujours, nous, en conflit avec eux pour leur faire comprendre et entendre raison. L'histoire de la chlordécone, nous avons mis plus de 10 ans pour faire comprendre aux politiques et aux producteurs qu'il faut stopper la chose. Et c'est quand nous avons fait la conférence de presse à Paris, qu'on a internationalisé l'affaire, on a vu ce que ça a donné. Alors, faut-il aujourd'hui faire le même coup pour l'eau, internationaliser le problème? Là, c'est la ruine totale du pays. Donc, nous disons à nos élus, on a voté pour vous, on vous a fait confiance, faites le job. Et l'article L300-2 du Code de l'urbanisme, la concertation. Concerter régulièrement. Vous avez besoin de savoir quelque chose, il y a M. Ludowski qui est le technicien, vous l'appelez, vous lui demandez. Mais quand il donne son avis, vous ne cherchez pas à le combattre. Et c'est ça le malheur de la Martinique. Alors, peut-être la Guadeloupe aussi a des problèmes d'eau. Bon, c'est pas le même problème, mais justement, c'est ce que j'allais vous demander, sans entrer dans des polémiques, hein, c'est pas ça. Est-ce que c'est plus compliqué pour eux là-bas? Parce que là-bas aussi, ils reçoivent beaucoup d'eau avec la Basse-Terre et les autres endroits. Oui, mais ils n'ont pas le réseau. Ils n'ont pas le réseau. Ici, le réseau a été construit. Je crois qu'ils ont un mauvais rendement de réseau et ils ont beaucoup de fuites. Ouais. D'accord. C'est le principal problème. Parce que là, par rapport à la Guadeloupe, nous avons de la chance pour les coupures, hein, coupures tournantes. Mais moi, arrivé à Guadeloupe en froid. À l'hôtel, on me donne 3 bouteilles d'eau. Mon bain, il n'y a pas d'eau à l'hôtel. Ouais. Attends, dans certains pays en sous-développement en Afrique, où je suis allé exciter au l'eau. Ça arrive, moi, quand j'arrive à Dakar, pas ni de l'eau, ou bien pas de lumière. Donc, on avait de l'eau pour aller prendre douche là. Mais je ne sais pas si M. Katemel comprend le créole. J'ai compris ça. Je ne comprends pas tout, mais là j'ai compris. Nous sommes en conflit permanent. Lui dit il faut, contrairement à un de ses collègues, qu'il faut, si on est dans un territoire, tout le monde se parle. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en français. Surtout qu'il ne faut pas que les enfants entendent. Oui, surtout quand ils ne dorment pas. Donc, En tout cas, j'espère que cette émission a permis quand même aux téléspectateurs de bien comprendre qui s'occupe de l'eau à la Martinique, quelle est j'ai envie de dire, la responsabilité de chacun, parce que j'ai entendu tellement de choses ces jours-ci, l'ASME-ci, l'ASME ça. J'avais l'impression que vous étiez ceux qui faisaient exprès de ne pas fournir de l'eau. Donc ça, grâce à la complicité de Puma, on a pu vous avoir ici aujourd'hui et franchement, j'espère, on verra les retours par la suite que les choses sont plus claires. Parce qu'en fait, on ne savait pas quoi. Non, on est là pour éclairer et il y a un éclairage
qui me fend le cœur en tant qu'entrepreneur. D'entendre un animateur sur une télé dire qu'il a eu un rapport de la Cour régionale des comptes, mais il n'a jamais lu comment ça s'appelle encore, le mémoire en réponse. Et de faire comprendre à la population que nos producteurs d'eau, donc SME et autres, viennent, on leur donne un sac d'argent et ils repartent avec l'argent. Or, Mano, je ne sais pas si tu as connu l'époque où on nous payait avec de l'espèce. Oui. Avant la loi Sapin. Oui. Nous avons un maire en Martinique qui a été condamné pour avoir reçu un billet d'avion d'une société qui faisait de l'eau. Aujourd'hui, pour avoir un déplacement, pour avoir quel que soit l'accompagnement, avec quelle que soit la société qui fait de la commande publique, la loi Sapin 1, la loi Sapin 2, loi anticorruption, leur interdisent de faire tout et n'importe quoi. Et ils sont payés travaux exécutés. Travaux exécutés. Et ils sont payés longtemps après. Je prends l'exemple patent. La casse du Galion a été réparée en combien de temps? Vous avez réparé ça en moins de 15 jours. En 2020. Mais vous avez fait ça en moins de 15 jours. Oui. 3 semaines. 3 semaines, ça a été fait. À ce jour, c'est toujours pas payé. Ce n'est pas normal. C'est une entreprise. Il y a 25 salariés. Si, comment on fait pour faire vivre une entreprise qui ne peut pas faire ses salaires, qui ne peut pas faire ses fournisseurs et tout ça? Aller mettre une faillite sur un producteur d'eau en Martinique, c'est catastrophique. Est-ce que nos élus réfléchissent à ça 2 minutes? Nous avons subi en permanence, Mano, ces histoires de non-paiement, travaux exécutés. Oui. Alors sur le sujet là dont vous parliez, hein, Florent, sur des accusations, des rumeurs de malversations économiques, bien entendu, à la SME, nous sommes des gens honnêtes, nous respectons la loi et jamais nous n'avons cherché à faire cela. C'est complètement hors la loi. Nous avons un code d'éthique interne et de toute façon, si jamais cette accusation là dont on parle... c'est de la diffamation. Hein. Oui, en plus. Sur la partie d'un rapport annuel de l'ancien contrat, je crois que si j'ai bien compris, c'était avant 2015. Tout ça est contrôlé déjà en interne par des commissaires aux comptes et ensuite en externe par la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes. S'il y avait une anomalie patente, la Chambre régionale des comptes, elle aurait saisi le juge. Et on serait déjà dans un... Soit je serais déjà en prison, soit on serait en plein procès, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Pour parer aux éventuelles casses, parce que vous avez parlé de 3 semaines pour réparer le Galion, ça veut dire que vous avez un stock de pièces de rechange à disposition pour essayer de faire face aux situations. Sinon, une casse comme le Galion, on était parti pour combien de temps? 2-3 mois. Le temps, parce que ces choses-là arrivent, je suppose, par bateau. C'est des espèces de tuyaux que je vois chez vous, là. Alors, vous avez nous, on a un stock de pièces, hein, assez important pour les réparations jour le jour. Et pour des interventions comme le Galion, on fait venir par avion rapidement. Ce sont des pièces que nous avons dû commander rapidement dès lors que nous avons eu l'autorisation de la collectivité d'effectuer des travaux. Nous avons fait venir par avion, ça coûte assez cher, les pièces qui nous manquaient pour faire les travaux. Souviens-toi, pour Séguineau, on a fait venir un Tupolev pour porter les tuyaux. Mais là justement, alors on a un stock, on a le plus gros stock de la Martinique en pièces de réseau, je pense. Et c'est grâce à ce stock qu'on réapprovisionne en permanence. On a de la logistique, on a des magasiniers, on a un ordonnanceur. C'est grâce à ça qu'on est capable de réparer 6000 fuites par an. C'est énorme. 6000 fuites par an, on répare, nous. Pour arriver à faire face et à tenir les rendements de réseau. Et un peu les améliorer tout doucement. D'accord. En l'occurrence, sur le Galion, c'était un très gros tuyau. Hein. C'était un 700. C'était un 700 mm, donc c'est un des plus gros diamètres de l'île, parce que c'était les grosses intempéries de fin 2020 qui ont fait gonfler la rivière, arraché le tuyau. Donc c'était une très grosse réparation difficile, et avec Cap Nord et ses techniciens, on a mis en œuvre beaucoup de moyens. On a fait sous-traiter aussi une partie des travaux, puis on n'avait pas tous les gros tuyaux. Donc une partie d'ailleurs avait été fournie par Audici à l'époque. On s'entraîne dans les urgences. Oui. Et une autre partie, on l'avait commandée pour les pièces, notamment les grosses pièces, par avion. Voilà. Mais normalement, une réparation normale, ça prend une demi-journée, voire 2-3 heures. Ça ne prend pas 3 semaines. Oui. C'était vraiment exceptionnel. Comme celle de Petit Bon.
C'est le petit bout, vous l'avez réparé en moins de 2. Voilà, les réparations. En plein champ de Galles, toc-toc, ça a été fait en moins de 2. Alors, concernant les fuites, justement, quand l'eau fuit après compteur, c'est à la charge du propriétaire, de la monnaie. Et quand vous avez une fuite après compteur, c'est à la charge de la monnaie. Quand vous avez une fuite avant compteur, c'est à la charge du délégataire. D'accord. Et lorsqu'il y a cette fuite-là, comment on fait pour vous avertir j'ai un problème chez moi, tout ça, on s'adresse à un SME? Alors, l'abonné, il effectue les réparations. D'accord. Après, il fait une demande, ce qu'on appelle chez nous des demandes de dégrèvement. Il y a une procédure. Et par rapport à ses consommations antérieures, on va procéder à un dégrèvement sur sa facture d'eau concernant sa forte consommation suite à sa rupture de canalisation. S'il a bien réparé la fuite. Mais il faut avoir une facture d'un plombier. Voilà, il a la preuve de la réparation de la fuite. D'accord. Oui, parce que ça arrive, je suis Gros-Mornais, ça arrive souvent dans la Haute-Gaumont, des réparations avant, après compteur, les gens sont un petit peu désorientés. Alors, Gros-Morne, on a un réseau quand même, c'est la propriété de Cap-Nord. Le schéma directeur d'études de Cap-Nord est en cours, et ils vont prioriser leurs gros travaux. Et je pense quand même, sans mentir et sans dévoiler le secret, sur Gros-Morne, le réseau est très ancien. Et c'est pas une bonne technologie, il y a beaucoup de fuites. Donc je pense que ce serait des priorités de Cap-Nord, effectivement. Mais j'ai la chance, en tout cas, d'habiter en dessous du réservoir, du verrouillé. Donc même quand il y a des coupures, il y a toujours de l'eau qui arrive chez nous. Nous sommes deux chanceux. Moi, je suis sur le réseau de l'ancienne maternité. Ancienne maternité. À Fort-de-France. Oui, Fort-de-France. Le réseau, c'était un réseau sécurisé pour alimenter la maternité puis Clarac. Ce qui fait qu'on ne connaît pas de problème dans le secteur. Il n'y a plus de maternité, il est encore là, mais enfin, donc l'eau va remonter bonne. Non. Il faut du courant électrique. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Katimel. Merci beaucoup, M. Ludowski, d'être venu. J'ai envie de dire jouer le jeu, mais ce n'est pas vraiment le terme. Vous avez donné des explications, informées, voilà. C'est clair. Les gens, je pense que cette émission va être diffusée mardi soir. Ceux qui nous regardent sur Facebook, ils ont déjà l'information. Et en plus, ça va être rediffusé. Parce que tant qu'il y aura ces problèmes d'eau, la Martinique, les gens vont se poser des questions. Donc, on tient informé. Surtout que quand il pleut à Ducos, il peut arriver à ça, il pleut au Lamentin. Il n'y a pas d'usine dans ce secteur. Donc il faut qu'il y ait une usine pour capter cette eau, pour la laver. C'est prévu par... Non, alors dans la plaine du Lamentin, il y a beaucoup de la nappe phréatique. Il y a beaucoup de il y a des forages qui sont déjà réalisés, qui ont été réalisés à l'époque par la ville de Fort-de-France. Et il y a une nappe souterraine qui fournirait, d'après le BAGM, beaucoup d'eau. Après, je ne sais pas où sont les études, les volumes, puisque ce n'est pas notre secteur d'activité sur le sujet. Et puis, dernier point, le plan de recollement. Ça veut dire quoi? Le plan de recollement, tu as tout le réseau, ça va passer les tuyaux et ainsi de suite. Oui, il est complètement il n'a pas été fait à l'époque. Ce qui fait que quand on veut un renseignement, on va au cimetière appeler les anciens collègues pour qu'ils puissent nous dire bon, tel tuyau. Or, ça fait des années que nous demandons un plan de recollement. Et à un moment donné, ils voulaient lancer l'étude pour le plan de recollement. Comme c'est un marché qui est énorme, on leur a dit non. Évitez de le faire globalement, faites-le par EPCI. Ce qui fait que c'était un travail de Martiniquais, parce qu'on on le fait par GPS aujourd'hui. On introduit un système dans la tuyauterie. Et c'est suivi par GPS et on retrace. Aujourd'hui, on a toutes les technologies. Là, eux, par exemple, ils ont des caméras pour aller visiter les tuyaux, voir les états en interne. On a tout. Maintenant, il faut payer les entreprises qui interviennent. Et puis ne pas mettre 107 ans pour faire une étude et 107 ans pour exécuter. Pas pour exécuter, pour payer, parce que l'entreprise reçoit son avis, son ordre de service. Il va voir son banquier, il finance ses travaux et tout. Mais quand il faut payer, il n'y a plus personne. Et ça, souvent, on l'a dit sur ce plateau. Mais je crois qu'ils ont bien entendu le message. Ça commence à bouger. En tout cas, à la SME, on a un plan général qui est plutôt assez précis et on l'a numérisé sur un système d'information géographique. Donc, on sait quand même globalement sur peut-être 90%, 95%, où sont vraiment très précisément tous les réseaux jusqu'au branchement. D'accord.
Un mot à rajouter pour le mot de la fin pour vous, monsieur le directeur. Merci, monsieur Granier, de nous avoir invités et puis aux interlocuteurs de cette discussion forte, intéressante. J'espère qu'elle aura aussi intéressé les auditeurs, parce que je trouve que c'est important quand même de pouvoir donner des éléments d'information, oui. Notamment dans ces périodes un peu de tension qu'on vit aujourd'hui. Et moi, j'ai une pensée pour ceux qui sont encore en manque d'eau en ce moment, donc c'est toujours très difficile pour ces familles-là. Et puis, un dernier mot, je rends hommage aux salariés de la SME, parce que franchement, ils sont extrêmement engagés pour jours et nuits, je répète, jour et nuit, faire en sorte que l'eau arrive au robinet de tout le monde. On a eu de bons anciens, Bivon et compagnie, de bons anciens. Et pareil, je vous remercie pour cette émission qui nous a permis d'expliquer ce que j'ai toujours souhaité sans polémique aux Martiniquais, les vraies problématiques de l'eau, parce que, à mon avis, les polémiques sur l'eau ne vont pas traiter le problème de l'eau. Moi, je pense que nous, en tant que Martiniquais, nous devons pouvoir porter des solutions techniques et expliquer aux abonnés les vrais problèmes. Donc, j'espère que je pense. Par cette émission, avoir répondu à beaucoup de questions que se posent les abonnés. Donc, bien sûr, l'ASME et nos techniciens et nos services sont toujours là pour répondre aux questions. Nous, on a, je dirais, rien à cacher. Non. Et nous, on ne souhaite pas se situer dans une polémique. Ça veut dire, il y a des problèmes, on cherche des solutions, on pose des solutions, on avance. C'est comme ça qu'on avancera, j'espère, sur la Martinique pour améliorer la desserte en eau de nos collaborateurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Puma. En conclusion, au bout de la fin, on n'a jamais fini. Personnellement, je préfère ce type de débat où on échange, on discute, on dialogue, on se comprend. C'est pas là où on met un bec en poche de yon, en bouchou, qu'on va avancer. Par contre, nous demandons à certains, parmi nous téléspectateurs, de respecter le personnel de terrain de la SME et d'Odyssey. Tout à fait. D'éviter de les agresser. J'ai assisté à des scènes, par exemple, une fois à la SME, quelqu'un qui vociférait et tout, après un personnel qui est derrière le guichet, qui fait son job. J'ai interpellé le gars pour lui dire, attends, est-ce que tu penses pouvoir parler comme ça avec le directeur? Juste à ce moment, le directeur ne s'était pas avec M. Katimel, c'est un autre. Le gars était tout mignon. Tout mignon. Donc, ça a failli. Donc, respectons le personnel de toutes ces entreprises. Ce sont des salariés qui font tout ce qu'il faut pour porter de l'eau au robinet. Mais si le politique qui est en charge de lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, ne le fait pas, comment peut-on faire? Est-ce que c'est M. Ludowski, M. Katimel, qui y vont avec leur fourche faire le nécessaire pour passer les tuyaux, s'ils savent qu'au départ, ils ne seront jamais payés? Merci Florent Grabert. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Et puis merci Mano. Merci à vous chez vous. À très vite sur Zouk TV.